Merci et nous nous retrouvons encore une fois de plus sur ce même plateau pour continuer l'émission. Le thème de ce soir porte sur la démographie galopante, entrave aux facteurs au développement des pays africains. Et nous avons pour débattre de la question M. Benzevi de nationalité congolaise et M. Khalid Dambélé de nationalité malienne. Donc juste avant de partir en pause, nous nous étions arrêtés au niveau de la répartition des ressources entre les individus au sein du pays, de l'État. Il y a Ben qui défendait qui soutenait l'idée que les biens sont mal répartis et donc par conséquent il n'y a pas forcément un impact de l'élévation du taux de natalité sur la meilleure répartition des biens. Et donc Khalid qui défendait le contre. Donc maintenant la question que je m'en vais vous poser tout de suite c'est celle-ci. Est-ce que le développement économique ou la régulation des naissances qui a la plus grande incidence sur la réduction de la fécondité? Est-ce que c'est le développement économique ou la régulation des naissances qui a la plus grande incidence sur la réduction de la fécondité? D'abord, je commence par Ben. Pour répondre à cette question, je dirais que les deux sont plus ou moins liés. Parce que l'un entraîne l'autre et l'autre entraîne l'un. La croissance démographique entraîne, selon moi, une croissance économique. Et lorsqu'un pays atteint un taux de croissance économique assez suffisant, la croissance démographique baisse. Donc, ce qui entraîne réellement, ce qui agit réellement sur le taux de fécondité, c'est non pas la croissance économique ou la croissance démographique, mais plutôt l'aspect que nous voyons de cette croissance. Si nous prenons la croissance comme un facteur d'entrave, nous serons forcément obligés de réduire le taux de natalité et ainsi mettre des plannings familiales qui vont être appliqués par-ci et par-là de force, comme ça a été le cas en Chine au début des années 30. Mais si par contre nous la voyons comme une force à venir, car il ne faut pas se mentir, l'Afrique ne changera pas aujourd'hui. L'Afrique changera demain. Et pour cela, il faut que l'Africain de demain soit fort et qu'il soit apte. Mais si nous réduisons le taux de démographie maintenant, quel est l'Africain de demain? Belle question. Monsieur Khalid. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien évidemment rebondir un peu sur les dires de mon confrère, bien sûr, lorsqu'il parle de la croissance économique. En fait, il ne faut pas faire ce mélange-là, en fait, entre croissance économique et développement économique, en fait. Le développement économique, ça implique pas mal de choses, en fait. Par définition, la croissance économique se définit tout simplement comme étant, en quelque sorte, le nombre de biens ou de revenus par tête dans une nation donnée, en fait, au cours d'une période bien et belle déterminée, en fait. Donc, dire que voilà, il faut faire de l'enfant, il faut produire, en fait, pour qu'il puisse y avoir, pour que l'Africain de demain soit fort, en fait, mais pareil comme étant une vision un peu trop simpliste, en fait. Moi, je trouve que ce qu'il faut voir dans cette question, en fait, la question, c'est de savoir est-ce que la régulation, en fait, comment, en quelque sorte, l'espacement, en fait, entre les naissances, en fait, est-ce que cela a un impact quelconque sur la fécondité? Oui, bien sûr. Vous savez mieux que quiconque que plus la femme a du temps, en fait, à procréer, en fait, elle aura le temps pour l'enfant, en fait. L'enfant sera bien éduqué, en fait. Nos enfants ils seront en bonne santé, en quelque sorte. Et comme on a dit à travers la définition même du développement, en fait, c'est qu'ils auront une capacité intellectuelle bien épanouie, en fait. Et ils pourront mieux se loger, mieux se vêtir, en fait. C'est un peu ça, en fait. Donc, ça a une incidence, bien sûr, sur la fécondité, oui. L'espacement entre comment dirais-je, l'espacement entre les naissances, bien sûr. Il faut réduire un peu ces naissances-là, en fait, pour que nos enfants puissent avoir une meilleure santé, une meilleure éducation et, en quelque sorte, une culture décente. D'accord. Mais les politiques de régulation des naissances, revenons à ça. Parce que depuis quelques temps, environ presque 20 ans, il y a de cela, il y a des politiques de régulation des naissances qui sont en Afrique, qui sont appliquées aux femmes.
il y a les plannings familiales, comme vous l'avez souligné tout de suite. Il y a d'autres politiques également. Quelle est votre vision par rapport à ces plannings familiaux, à ces plannings-là, ces politiques de régulation? La régulation des naissances en soi n'est pas mauvaise. Ouais. Mais ce n'est pas non plus un atout. Le planning familial, par exemple, qui est, je pense, la régulation la plus simple et la moins dangereuse des naissances, c'est ce qui devrait être favorisé. Parce que le planning familial ne va pas seulement s'arrêter sur le fait d'espacer les naissances. Oui. Il regarde, est-ce que l'on peut éduquer 2 enfants dans tel laps de temps? Oui. Si oui, nous pouvons le faire. Sinon, nous nous limitons à un seul. Oui. Donc, cela va de la force que nous avons et que nous pouvons transmettre à nos enfants. Oui. Si nous pouvons leur transmettre des idéologies qui vont les donner l'esprit de compétition, par exemple, il faut bien qu'il y ait une compétition entre les enfants. Oui. Mais lorsque vous avez 2 enfants avec 6 ans d'âge d'écart, quelle compétition ils pourraient avoir entre eux? Ouais. Mais si aussi vous vous limitez à cet esprit de compétition sans voir ce que vous pouvez mettre comme régulation, ce serait un mauvais cas. Donc le planning familial ou la régulation des naissances en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ouais. Mais il faut avoir la capacité de la faire. La capacité de le faire. Bien. Khalid? Bien sûr. Pour répondre à cette question, je dirais tout simplement que ce qui nous intéresse ici, c'est la planification familiale, l'espacement. Moi, plus particulièrement, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que comment est-ce que la planification familiale pourra aider, en quelque sorte, les parents à mettre un espace considérable, en fait, entre les enfants. Mais oui, bien sûr, je suis pour la planification familiale, en ce sens que les enfants auront, comme je le disais tantôt, une éducation, bien évidemment, décente, en fait. Et leur capacité intellectuelle, c'est là bien cultivée, en fait. Puisque vous savez, mieux que quiconque ici en Afrique, on peut compter jusqu'à 12, 14, parfois, enfants dans une même famille, en fait. Avec tout ça, en fait, un pays sous-développé comme, un continent autant pour moi sous-développé comme le nôtre, en fait, je ne vois pas comment est-ce que les parents pourront faire de telle sorte que les enfants aient une éducation, comment dirais-je, décente au moins. Donc je pense que la planification familiale, à mon sens, ce qui m'intéresse, c'est la régulation, oui, la régulation entre les naissances, en fait, qui va aider bien sûr les femmes à avoir du temps entre la naissance des enfants et qu'elles pourront mieux s'occuper de ces enfants. D'accord. De 1960 à nos jours, peut-être que vous avez pu savoir cela dans vos différentes recherches. Il y a un pays africain, un pays de l'Afrique de l'Ouest, le Niger. De 1960 à 2010, le Niger a multiplié sa population par 5. Par 5. Un pays comme le Niger où nous avons des problèmes liés au chômage, nous avons des problèmes liés à la scolarisation des enfants. Voilà, donc le Niger n'est pas le seul. On peut constater cela dans beaucoup de pays africains, tels que le Nigeria par exemple. Et selon certains experts, d'ici 2050, le Nigeria va dépasser les États-Unis en matière de population et devenir ainsi le 2e pays le plus peuplé au monde après la Chine. Vous voyez. Donc, face à ces réalités-là, selon vous, est-ce que le développement, sinon est-ce que les pays africains sont-ils capables d'améliorer le niveau de vie actuel de leur peuple malgré les niveaux actuels et futurs de la croissance démographique? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire réellement que face à ce défi de démographie, nos pays ont-ils vraiment la capacité de faire face à ce problème-là dans les jours à venir? Bon, d'abord Khalid. D'accord. Alors, pour répondre à cette question, je vais la répondre un peu avec un rapport bien sûr du Fonds national des Nations Unies, en fait, du Fonds des Nations Unies sur la population qui a été publié juste le 18 novembre de l'année passée, en fait. Il stipulait que l'Afrique pourrait bénéficier d'une dividende démographique, en fait. On attend par dividende démographique l'accélération de la croissance économique qui résulte bien sûr de la diminution de la naissance, en fait. Lorsque vous avez bien fait de prendre l'exemple du Niger, en fait, où on assiste à une aggravation sans précédent, en fait, du taux de chômage, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est dû justement, en fait, à l'accroissement de la démographie, en fait. Puisqu'en Afrique, vous savez, la main d'œuvre, en fait, est
faiblement valorisé en fait. C'est pas mieux valorisé. D'ailleurs, c'est pourquoi je dirais que les pays occidentaux en fait, ils courent pour venir ici en Afrique parce qu'ils savent qu'ils peuvent facilement avoir en fait les mains d'œuvre à un bas prix en fait, à bas salaire en fait. Donc en quelque sorte, je dirais que c'est l'accroissement même en fait du taux de démographie qui est à la base même de l'aggravation du chômage en fait. Maintenant, concernant, pour revenir en quelque sorte à la question du dividende démographique, qu'est-ce qu'ils attendent par là en fait? Le recul de la naissance qui pourrait bénéficier en quelque sorte au taux de croissance économique en fait. Là, il disait tout simplement que l'Afrique pourrait bénéficier de 500 milliards de dollars américains par an. Sur 30 ans en fait. Et si on mettait en place, comme je vous disais tantôt, des programmes de planification familiale en fait, pour réduire un peu la naissance en fait. Donc oui, on pourra d'ici le futur, en quelque sorte, si on se base sur ces mesures contraceptives en fait, pour réduire un peu la naissance en fait, on pourra oui bénéficier en quelque sorte de cette dividende en ce sens que le peuple africain pourront en quelque sorte vivre mieux, en quelque sorte. Mais est-ce que nos pays en ont la capacité? C'est toute une question de volonté dans la vie en fait. Le développement c'est plus qu'une question de mentalité en fait. Il est grand temps qu'on... Il ne faut pas prendre ça comme étant la naissance, comme étant une fatalité, quelque chose qu'il faut mettre de l'enfant dans le monde coûte que coûte en fait. Ça c'est trop simpliste et trop facile en fait. Le développement c'est plus qu'une question de mentalité en fait. Il est grand temps qu'on s'assoie sérieusement, qu'on réfléchisse un peu comment est-ce qu'on pourra le faire en fait. On le pourra bien sûr, c'est juste une question de mentalité en fait, de vouloir, de volonté. De volonté. Bien sûr. D'accord, Ben, par rapport à la question, vous avez 2 minutes. Tout d'abord, avant de répondre à ce que j'ai préparé, je vais rebondir sur deux choses que notre frère Khalil a dit. Le dividende démographique. Et il a parlé aussi d'aide. Oui. Mais aujourd'hui, même à la fin de son raisonnement, il a dit il est temps que nous nous asseyons et que nous pensons à avancer. Oui. Mais tant que nous attendrons des aides, nous n'avancerons pas. Parce que ceux qui donnent l'aide, ils ne pensent pas d'abord à nous, ils pensent à leur propre intérêt. C'est une loi économique mondiale. Personne ne donne sans rien attendre en économie. Bon, pour revenir à la question qui était de savoir si nos États africains avaient la capacité d'avancer malgré le fort taux de démographie, je pense que oui. Je vais prendre 3 pays en exemple. Le premier, c'est les États-Unis. Quel était l'objectif premier de la traite négrière? Bien que je n'approuve pas la traite négrière, mais l'objectif premier de la traite négrière, c'était d'apporter une masse démographique plus ou moins qualifiée dans un domaine précis, afin de pouvoir développer leur économie. On prend le cas de la Chine ou de l'Inde. La Chine aujourd'hui est la 2e puissance économique mondiale, pour ne pas dire la première, s'il faut... Quel a été le système de la Chine? Nous sommes nombreux, certes. Ils vont venir, vous l'avez signalé, exploiter en quelque sorte le peuple africain parce que la main-d'œuvre est moins chère. Mais la politique chinoise a été que chaque chose qui rentrait, chaque connaissance qui rentrait en Chine ne pouvait pas ressortir de la Chine tant qu'un Chinois ne l'a pas maîtrisé. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la Chine a su avancer avec cela. Pour que l'Afrique puisse faire de même, il faudrait que nos dirigeants prennent conscience que notre démographie est une force. Il faut que nous l'utilisons pour attirer la connaissance vers nous. Parce que la connaissance ne viendra pas toute seule. Et lorsqu'elle est là, que nous sachions l'exploiter. Je vais prendre le cas d'une petite entreprise qui va certainement, et je l'espère, devenir une très grande entreprise de technologie en Afrique, c'est VMK. C'est un Congolais qui a lancé une chaîne de production de smartphones, de tablettes. Aujourd'hui, il a monté une usine de production au Congo, à Brazzaville. Et cette usine de production a acquis son premier marché. Ça sera une smartwatch qui, au lieu d'être produite en Chine, sera assemblée au Congo. C'est là un moyen et une chose à voir. Parce que tant que nous assemblerons nous-mêmes, nous apprendrons comment assembler. Et ainsi, nous pourrons assembler nous-mêmes. L'idée créatrice ne manque pas. L'Africain est un grand rêveur. Donnez-lui les forces et la possibilité de mettre en application ce dont il pense. Et vous verrez que l'Afrique évoluera. D'accord.
voudrais juste rebondir, si vous me permettez, bien sûr, sur ces très, explications. très brièvement. Oui, et d'une manière très laconique, bien sûr, en deux phrases. Lorsque je disais que l'Afrique pourra bénéficier de 500 milliards de dollars américains, il ne s'agissait pas que ces Occidentaux vont nous amener cet argent en fait. C'est dû justement au recul de la naissance que nous allons bénéficier de cette dividende démographique en fait. Comment? À travers le recul, en fait, les gens pourront avoir... Le taux de chômage va baisser bien sûr, puisqu'il y aura moins d'individus en quelque sorte. Les gens pourront avoir accès au travail. Ouais. Vous voyez un peu ce que je voulais dire en fait. Donc du coup, c'est à travers ce travail-là en fait qu'on va créer de l'argent. On va créer de la richesse en fait. Donc c'est les Africains même qui pourront bénéficier à travers leur propre travail. De 500 milliards, c'est pas rien en fait, on ne joue pas avec les chiffres. De 500 milliards de dollars américains par an sur 30 ans, personne ne va nous le donner en fait. C'est justement à travers l'effort, le recul même qu'on va s'imposer soi-même en fait sur les naissances, on pourra bénéficier de cela. Maintenant, s'il faut prendre l'exemple de la Chine, un seul pays, par rapport à un seul continent en fait, vous en conviendrez avec moi que l'Afrique est plus peuplée que la Chine en quelque sorte aujourd'hui. La Chine a une histoire qui diffère de l'histoire de l'Afrique en fait. Cette comparaison n'a pas lieu d'être en quelque sorte. Pourquoi en fait? Puisque la Chine c'est la Chine. La Chine c'est un seul pays. Mais quand même la Chine est une puissance démographique. J'en suis d'accord en fait. Mais pourquoi la Chine? La Chine, vous prenez le SMIC en Chine, le salaire minimum en Chine et le salaire minimum dans n'importe quel pays africain, vous en conviendrez avec moi que la Chine a un SMIC très élevé par rapport à un salaire très minimum en fait, ici en Afrique en fait, puisque le coût de la main d'œuvre est très valorisé là-bas en quelque sorte. C'est pourquoi la Chine, ils ne sont pas venus comme ça. C'est pourquoi je disais que la Chine a une histoire en fait, qui diffère de l'histoire de l'Afrique en fait. Donc cette comparaison me paraît trop simpliste et trop facile en fait. Donc il faut faire beaucoup attention et ne pas mélanger les choses. Mais la démographie, Ben, je vais vous donner la parole tout de suite. Mais la démographie, je pense que c'est un moyen aussi, comme Ben l'a dit. Parce que quand on revient à l'histoire, on sait que les États-Unis sont passés par là. Il y a eu dans l'histoire des États-Unis le baby boom dans les années 1960. Les États-Unis ont profité de cette démographie explosive pour faire avancer leur économie. On prend l'exemple sur la Chine, comme Ben l'a dit tout de suite. La Chine aussi en est fait pareil. Donc est-ce que les Africains, eux aussi, quand on sait que, comme vous l'avez dit tout de suite, avec cette politique de réduction de taux de natalité, si l'Afrique pourrait bénéficier d'une telle somme, est-ce qu'on ne peut pas voir également le côté revers de la médaille, se dire également qu'avec une démographie, on peut également en profiter pour créer la même richesse? C'est une question de vol, comme je vous disais, d'une valorisation de la main-d'œuvre en fait. Parce qu'en Afrique ici, l'Africain est mal valorisé par l'Africain lui-même en fait. On ne peut pas dire que c'est parce que les entreprises chinoises viennent nous exploiter là. Même en Afrique ici, les entreprises africaines ici, lorsqu'ils exploitent les Africains en fait, on les paie mal. L'exemple le plus palpable, c'est le cacao qu'on exploite actuellement en Côte d'Ivoire en fait. Lorsque on regarde le documentaire sur la façon dont on exploite ces individus, mais c'est pitoyable en fait, c'est pathétique en fait, ton propre frère en fait. Donc c'est pour dire que je vois, en tout cas pas aujourd'hui, je vois trop facile cet aspect de la chose en fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous que la main-d'œuvre est mal valorisée. Mais cette mauvaise valorisation, d'où elle vient? Est-ce impossible de la réévaluer? C'est là que nos États doivent intervenir. La volonté de faire évoluer l'Africain. C'est de là que vient. Parlons africain. Ne parlons pas en tant qu'analyste européen ou analyste mondial. Parlons africain. Quel est le grand problème du chômage en Afrique? Qu'est-ce qui entraîne le grand chômage en Afrique? Parce que quand un homme est au pouvoir ou chef dans une entreprise, il préfère valoriser ceux de son ethnie plutôt que la qualité de la personne. Du coup, que nous soyons 10 ou que nous soyons 100, tant que tu ne feras pas partie de son ethnie, il ne te prendra pas. Il faudrait plutôt que l'on essaie de changer cela, que nous essayons de voir à long terme ou au moins à moyen terme. D'accord. On va clore cette partie, puisqu'il y a d'autres questions qui nous attendent. J'ai une autre question pour vous. Face à cette démographie galopante, existera-t-il suffisamment d'offres d'emploi dans les années à venir? Or, est-ce que les efforts viseraient uniquement à empêcher
le niveau du chômage d'augmenter. Là où nous sommes actuellement face à cette démographie, est-ce que dans les jours à venir, sinon dans les années à venir, nos États pourront faire face aux défis d'emploi? Et si oui, est-ce que les politiques viseraient uniquement ce problème de chômage? Ben d'abord. Oui. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, Ouais. mais je vais être clair. La première source d'emploi pour l'Afrique, c'est la terre. Notre terre est extrêmement riche. C'est pour cela que l'Europe, l'Amérique ou l'Asie viennent nous exploiter notre terre. Si nous prenons les idées et que nous prenons la capacité de créer nos propres industries de traitement, d'exploitation, de traitement, de raffinement et de vente, le nombre d'emplois en Afrique explosera. Il n'y aura pas assez d'Africains pour l'emploi présent. Parce que, prenons le simple cas du pétrole. En partant dans l'exploitation, il faut des chefs matelots pour les bateaux, il faut des exploitants, il faut des techniciens, il faut des analystes, des prospecteurs. Si tout ce côté exploitation juste demande de l'emploi, si on les crée par nous-mêmes, au lieu d'attendre que les États étrangers viennent exploiter, nous créerons de l'emploi. Ensuite vient le raffinement. C'est la partie la plus importante. C'est pour ça qu'ils viennent prendre notre pétrole moins cher et nous revendre le plastique à des prix exorbitants. Parce que c'est la partie qui prend le plus de postes, le plus d'emplois, le raffinement. Et ensuite la vente. Je pense que les possibilités de création d'emplois en Afrique sont énormes. Très énormes. Elles sont incommensurables. Merci. Khalid. Je répondrai bien évidemment à la question à travers deux volets. Le premier volet, c'est que, comme il a dit, bien sûr, il faut revoir un peu nos politiques fiscales vis-à-vis des entreprises étrangères à faire. L'exemple qu'il a pris sur le pétrole, moi je prendrai l'exemple par exemple de mon pays, la ressource minière en fait, lorsqu'on exploite au Mali là-bas en fait. Lorsqu'on regarde ça, le Mali dispose d'un gisement minier en fait assez énorme en fait. Le Mali fait partie de l'un des pays le plus pauvres au monde. C'est quand même paradoxal, cher frère en fait. Donc, comme il a dit, on pouvait s'asseoir à un moment donné, revoir un peu les négociations de ce contrat-là en fait, voir si on pourra augmenter le nombre d'emplois, bien sûr. Oui. Maintenant, je le répondrai bien sûr à travers, comme je vous ai dit, ma thèse de dividende démographique en fait. Il faut qu'on pense bien sûr au recul de la naissance, en quelque sorte. Si on essaie de réguler un peu la fécondité, effectivement, on pourra réguler dans l'avenir en fait la situation des Africains. D'accord. Encore une autre question, parce que ce problème de démographie, ça affecte aussi, sinon ça a un lien également avec l'urbanisation. On sait qu'aujourd'hui, à cause de cette démographie explosive en Afrique, nous avons une surpopulation dans nos villes. Parce qu'il y a plusieurs Afriques, ça il faut le dire. Il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique australe, il y a l'Afrique de l'Ouest. Et vous le savez tout comme moi que dans ces différentes parties de l'Afrique, le développement économique n'est pas pareil partout. Donc du coup, dans les pays subsahariens par exemple, on sait que cette démographie galopante est en train d'entraîner une sorte d'exode rural massif. Vous voyez. Et du coup, nous avons dans nos capitales une sorte de surpopulation liée au manque d'infrastructures scolaires dans les campagnes, au manque d'infrastructures routières dans les campagnes. Du coup, tout le monde veut venir dans les villes. Et cela va amener une explosion de démographie dans les villes. Ça aussi, c'est un autre problème à part. Du coup, face à cette... sinon, en tenant compte des prévisions démographiques pour l'avenir, les pays africains pourront-ils développer et améliorer leur système de santé et d'éducation de sorte que tout être humain puisse avoir accès à des soins de santé et à une éducation adéquate? D'abord. D'accord, ça dépend de ce qu'on attend par prévision démographique en fait. Si les prévisions s'annoncent en fait à une forte démographie, je répondrai par l'information bien sûr. On ne peut
pas améliorer bien sûr les capacités. Je vais juste vous donner un exemple en fait, comme Napoléon Bonaparte aimait le dire en fait, un exemple vaut mieux que 1000 discours. Ici on prend l'exemple du Maroc par exemple, sur le plan du logement. Comme on a dit, au Maroc ici, nous assistons un peu à une explosion démographique en fait, en essayant de voir un peu la population urbaine en fait dépasse les 50% par an. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que ça accroît par 3,6 par an en fait, 3,6% par an. C'est quand même énorme en fait, ce qui met le gouvernement actuel face à un défi assez difficile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le gouvernement aura pour tâche à créer ou bien à construire en quelque sorte plus de 800 000 logements dans les années suivantes en fait. Or c'est plus que utopique en quelque sorte ces prévisions-là. Pourquoi? Puisque si on s'assoit une seconde et puis on essaie de voir un peu le problème en diagonale, on se rend compte facilement que pendant ces dernières années, le gouvernement n'a pas pu dépasser les 70 000 logements par an en fait. Donc, ce qui me laisse très perplexe en fait. Si les prévisions s'annoncent selon une forte taux de croissance en fait, alors je répondrai qu'effectivement, il n'y a pas possibilité que les Africains pourront dans l'avenir, comment dirais-je, bénéficier d'une situation meilleure. Meilleure que ça. Ben. Cela me fait tout drôle. Vous avez 2 minutes, Ben. Cela me fait tout drôle qu'ils prennent le cas du Maroc. Mais même le Maroc, où en ce moment vous avez dit que le fort taux démographique produit quelques problèmes. Regardons le Maroc actuel. Il est très difficile, même dans Casablanca qui est plus peuplé que mon pays, parce que le Casablanca a à peu près 5 millions d'habitants, alors que nous sommes à 4 millions. Dans Casablanca, il est très difficile de trouver une famille sans logement. Une famille sans logement, c'est une chose très difficile à trouver. Mais pourquoi? Tout simplement parce que les principes mis en avant par l'État sont clairs. On favorise le prêt pour la construction immobilière, on favorise un tas de choses pour aider en fait le peuple à avancer. C'est l'intelligence politique, la volonté politique qui permet de régler ces problèmes. D'accord. Une dernière question que vous allez répondre. Chacun aura 1 minute pour répondre à la question. Quelles sont vos propositions ou suggestions par rapport à cette question de démographie en Afrique? Ben d'abord. Ben. Oui, propositions et suggestions. Comme proposition, je voudrais, et je pense que c'est ce qu'il faudrait, non pas se focaliser sur l'idée démographique, mais plutôt voir l'aspect que cela peut apporter. Parce que formons des enseignants, rendons attractif l'enseignement. Voilà, c'est là le grand problème. Rendons attractif l'enseignement, rendons attractif l'ouvrier. Et vous verrez que beaucoup de gens voudront être enseignants, beaucoup de gens voudront être ouvriers. Rendons accessible l'éducation. Et vous verrez que beaucoup de gens voudront étudier. Bien sûr. C'est là le grand problème. Rendre attractif et rendre accessible. Et cela se passe par une volonté politique. Khalid. S'il y a un point dont je partage bien évidemment depuis le début de ce débat avec mon confrère, c'est que c'est la question du volonté, bien sûr. Et il est clair, c'est plus qu'évident, c'est une certitude absolue en fait que la question du développement passe d'abord par une question de volonté en fait. Ça passe d'abord par une question de mentalité. Il est grand temps qu'on s'assoie pendant 1 minute, qu'on essaye de revoir un peu nos schémas de pensée et pour pouvoir avancer dans l'avenir. Maintenant, si j'ai une proposition ou bien des suggestions à faire par rapport à cette question de démographie, ça sera bien évidemment l'éducation des filles, sinon des femmes. Vous savez, la question du développement et de l'éducation des femmes ou bien des filles sont inextricablement liées en fait. C'est-à-dire on ne peut aucunement parler de développement sans parler de l'éducation d'une fille ou d'une femme en fait. Sans aucunement parler de l'éducation d'une fille ou d'une femme sans parler de développement d'une société en fait. Donc je pense que ça passe d'abord par l'éducation de la femme en fait. Comment? Parce qu'il faut qu'on s'assoie 1 minute, qu'on apprenne aux femmes en fait comment se préserver en fait, comment en quelque sorte utiliser ces moyens de planification comme je disais tantôt en fait, pour réguler un peu les naissances en fait. Il faut qu'on mette en place une politique sociale de sécurité nationale en fait. De sécurité nationale en fait. Il faut qu'on essaye de mettre en place un régime de retraite assez cohérent en fait, qui va avec les réalités actuelles de l'Afrique. C'est en quelque sorte en diagonale. Merci Khalid, le temps nous rattrape et merci à vous, monsieur Ben, monsieur Khalid,
qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour traiter ce sujet qui est très important, la démographie galopante, facteur ou entrave au développement des pays africains. Nous savons, sinon nous espérons qu'au bout de ces quelques minutes, vous avez pu apprendre beaucoup de choses sur cette question. Nous nous donnons rendez-vous le mois prochain pour un autre... Nous nous donnons rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de cette même émission Carrefour des Jeunes en partenariat avec Moujed.com, Pizzeria Mahdi et Boulangerie Zaza. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Sésame TV en bas de la vidéo. Merci et à très bientôt.